Le soleil africain frappait le pare-brise poussiéreux du vieux Land Rover avec une violence presque personnelle, comme s'il voulait rappeler à Julien Mercier que l'Afrique ne pardonne jamais aux rêveurs non préparés. Assis derrière le volant, les mains tremblantes posées sur ses genoux, Julien fixait l'écran vide de son appareil photo professionnel, un Nikon D850 qui valait autrefois plus que sa voiture actuelle, et certainement plus que tout ce qu'il possédait désormais dans ce monde. Ses mains ne tremblaient pas de nervosité, ni de peur, elles tremblaient de faim. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait mangé qu'un paquet de biscuits secs achetés dans une station-service poussiéreuse, et même ces biscuits avaient le goût de la défaite, salés par la sueur, ramollis par l'humidité, émiettés au fond d'un sac à dos qui contenait autrefois des rêves et qui ne contenait désormais que des regrets. Julien Mercier avait 38 ans. À Paris, cet âge aurait pu signifier la maturité professionnelle, la stabilité, peut-être même le début d'une belle carrière reconnue. Mais ici, sous le ciel impitoyable du Kenya, 38 ans signifiait simplement qu'il était assez vieux pour avoir échoué de manière spectaculaire et assez jeune pour en ressentir toute la douleur. Il était venu au Kenya avec un rêve aussi ancien que naïf, devenir le prochain grand photographe animalier français, celui dont les images feraient la une de National Geographic, celui dont le nom serait prononcé avec respect dans les galeries parisiennes, celui qui prouverait à sa famille, à son ex-fiancé et surtout à lui-même, qu'il n'était pas un raté romantique, mais un artiste visionnaire. Mais les rêves coûtent cher, et l'Afrique, magnifique et cruelle, ne pardonne pas aux naïfs. Son visa expirait dans 7 jours. Son compte en banque affichait 47,32 €. Son studio à Paris, ce petit 2 pièces sous les toits du Marais où il avait passé des nuits entières à développer des pellicules. Perdu il y a 6 mois, saisi pour loyers impayés, ses affaires vendues aux enchères pour une dette qu'il ne pourrait jamais honorer. Sa fiancée, Claire, partie avec un avocat fiscaliste rencontré lors d'un vernissage où Julien exposait ses photos de la banlieue parisienne. Elle les avait qualifiées de déprimantes et sans avenir commercial. L'avocat, lui, avait un appartement dans le 16e, une BMW, et cette qualité que Julien n'avait jamais possédée, la capacité de grandir, comme elle l'avait dit en refermant la porte pour la dernière fois. Julien avait tout misé sur cette dernière expédition. Un magazine français de voyage lui avait vaguement promis un reportage sur la faune africaine. Pas un contrat signé, juste une conversation encourageante. Désespéré et naïf, il avait vendu le peu qu'il lui restait, emprunté de l'argent à son frère aîné et acheté un billet pour Nairobi. Le magazine s'était rétracté 2 jours après son arrivée. Pas assez commercial, avait écrit le rédacteur dans un email froid. On veut du sensationnel, pas du documentaire. Les lecteurs veulent des lions qui attaquent, des éléphants qui chargent, du danger et du drame. Tes photos sont belles, mais elles ne vendent pas. Tes photos ne vendent pas. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. Il regarda par la fenêtre. La savane s'étendait à l'infini, dorée sous le soleil de midi, ondulant doucement sous le vent chaud. Au loin, des acacias solitaires dessinaient des silhouettes d'encre noire contre le ciel brûlant. Quelque part dans cette immensité, la vie continuait, majestueuse, cruelle, magnifique, et totalement indifférente à la présence d'un homme brisé assis dans une voiture en panne. Des zèbres broutaient l'herbe sèche, un aigle tournoyait dans le ciel. Le vent portait le parfum de la terre chaude, de l'herbe morte, et de quelque chose d'indéfinissablement sauvage que les villes avaient oublié depuis longtemps. Le moteur du Land Rover toussa 1 fois, puis 2 fois, puis s'éteignit complètement dans un râle pathétique. La jauge d'essence clignotait depuis ce matin, émettant un bip régulier et désespérant que Julien avait essayé d'ignorer. Julien posa son front contre le volant brûlant. La chaleur du métal lui brûlait la peau, mais il s'en fichait. Il pensa à son père, cet ingénieur pragmatique qui lui avait toujours dit « L'art c'est bien, Julien, mais tu dois avoir un plan B ». Il n'avait jamais eu de plan B. L'art était son plan A, B, C et Z. Il pensa à son frère, qui lui avait prêté 2000 € avec ce regard mélange de pitié et d'exaspération. « C'est la dernière fois, Julien. Après ça, tu es seul. » Il était seul maintenant. « Voilà comment ça se termine », murmura-t-il en français, sa voix rauque dans le silence étouffant. Voilà comment se termine l'histoire du grand Julien Mercier, photographe visionnaire, seul, fauché, perdu. Personne ne l'entendait, personne ne l'écoutait. Il ferma les yeux, sentant la chaleur l'envelopper comme une couverture suffocante. Peut-être qu'il pourrait simplement rester là, attendre, voir ce qui arriverait,
C'est alors qu'il entendit le cri. Un cri aigu, faible, désespéré. Un appel à l'aide dans une langue universelle que tout être vivant comprend, qu'il soit humain ou animal, français ou africain, prédateur ou proie. Julien leva brusquement la tête, le cœur soudain battant. À environ 50 mètres, près d'un acacia tordu, quelque chose bougeait dans la poussière rouge. Une forme petite, sombre, qui tremblait. Le cri retentit à nouveau. Plus faible cette fois. Plus désespéré. Julien sentit quelque chose se réveiller en lui. Quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. C'était la compassion. Julien descendit lentement du véhicule, tous ses sens en alerte. En Afrique, un cri signifie danger. Proie. Prédateur. Mort. Il avança vers l'acacia, son appareil photo en bandoulière. Le seul réflexe qui lui restait. Photographier. Toujours. Ce qu'il découvrit au pied de l'arbre lui coupa littéralement le souffle. Un lionceau. Pas plus de 3 mois, peut-être même moins. Petit, maigre, couvert de poussière rouge et de sang séché qui formait des croûtes sombres sur son pelage doré habituellement magnifique, mais maintenant terne et souillé. Une patte arrière était tordue dans un angle grotesque, clairement cassé, l'os probablement fracturé près de l'articulation. Il était coincé entre 2 racines massives de l'acacia, probablement tombé là en tentant de fuir quelque chose. Le petit lion leva vers Julien des yeux jaunes immenses, remplis d'une peur si pure et d'une douleur si profonde que l'homme en fut bouleversé jusqu'au plus profond de son être. Ses yeux de félin sauvage qui auraient dû être féroces et indépendants, n'exprimaient qu'une seule chose, une supplication muette, un appel au secours désespéré qui transcendait les barrières de l'espèce. Le lionceau émit un autre cri, plus faible cette fois, presque un murmure rauque, un appel désespéré qui ressemblait étrangement à une prière, à un dernier espoir lancé dans le vide. Julien s'agenouilla lentement, très lentement, à quelques mètres de l'animal. Chaque mouvement était calculé, délibéré, conçu pour ne pas effrayer davantage cette petite créature déjà terrorisée. Son cœur battait à tout rompre. « Doucement, petit, doucement », murmura-t-il en français, sa voix à peine plus qu'un souffle. Il parlait en français, conscient de l'absurdité complète de la situation. Ce lionceau ne comprenait évidemment pas un mot, mais la langue n'avait pas d'importance. Le ton, oui. La douceur, oui. La voix humaine, quand elle est empreinte de compassion plutôt que de menace, porte quelque chose d'universel. Julien continuait à parler, des mots sans importance, des sons apaisants. « Je suis là. Je ne vais pas te faire de mal. Je suis juste là. » Le lionceau gémit doucement, essayant de reculer, mais la douleur le clouait sur place. Chaque mouvement arrachait un nouveau cri. Ses petites pattes griffaient la terre rouge, impuissante. Son corps frêle tremblait, pas seulement de douleur, mais aussi de peur, de faim, de soif, d'épuisement. Julien observa la scène avec son œil de photographe. Il nota les détails qui racontaient l'histoire. Les côtes visibles sous le pelage, signe d'une malnutrition prolongée. Les yeux légèrement enfoncés, signe de déshydratation sévère. Les traces de griffures sur le flanc, suggérant une attaque récente. Et surtout, l'absence totale d'autres lions dans les environs. Ce lionceau avait été abandonné, ou perdu, ou les deux. Dans la nature, l'abandon signifie la mort. Toujours, sans exception. Un lionceau seul, blessé, affaibli, n'a aucune chance de survie. Les hyènes le trouveraient en quelques heures. Les vautours tourneraient déjà, attendant patiemment. Julien le savait. Il savait ce que disaient tous les guides touristiques, tous les rangers. Ne touchez jamais un lionceau, jamais. La mer peut être proche. Elle attaquera sans avertissement. Vous risquez votre vie. Julien regarda autour de lui, scrutant la savane dans toutes les directions. L'herbe dorée ondulait sous le vent. Quelques acacias isolés. Au loin, une girafe broutait tranquillement. Aucun signe de troupe de lions. Aucune trace fraîche dans la poussière. Ce petit avait été abandonné. Il en était certain. Peut-être que la mère avait été tuée par des braconniers. Peut-être qu'elle avait été chassée par un mâle rival. Peut-être que ce petit était né faible et que la troupe avait décidé de le laisser derrière. Le pourquoi n'avait pas d'importance. Le résultat était le même. Ce lionceau allait mourir, aujourd'hui, demain, dans les heures qui viennent, à moins que... Julien retira lentement sa chemise kaki, celle qu'il portait depuis 3 jours,
imprégné de sueur et de poussière. Il l'enroula soigneusement autour de ses mains pour se protéger des griffes. Les lionceaux, même jeunes et blessés, restent des prédateurs. Leurs griffes peuvent déchirer la peau. Il s'approcha encore, centimètre par centimètre. Le lionceau le regardait avec ses yeux immenses, remplis d'une terreur qui faisait mal à voir. L'animal tremblait violemment, tout son petit corps secoué de spasmes. « Pardon, petit, ça va faire mal » murmura Julien, la gorge serrée. « Je suis vraiment désolé, mais je dois te sortir de là. » Il glissa doucement, très doucement, ses mains protégées sous le corps tremblant. La fourrure était chaude, presque brûlante au toucher, signe de fièvre. Il sentait les os fragiles sous ses doigts, les côtes saillantes, le cœur qui battait comme un tambour de guerre miniature. Quand il souleva l'animal avec une infinie précaution, le lionceau poussa un cri déchirant de douleur pure, un son qui perça le silence de la savane et qui resta gravé dans la mémoire de Julien pour toujours. Puis, soudainement, le cri cessa. Le lionceau se figea complètement dans les bras de Julien, comme pétrifié. Ses muscles se raidirent. Ses yeux se fixèrent sur le visage de l'homme. Et quelque chose de remarquable se produisit. Le petit animal, au lieu de se débattre, au lieu de griffer et de mordre, se détendit lentement. Pas complètement, la peur était encore là. Mais quelque chose dans la douceur des gestes de Julien, quelque chose dans la chaleur humaine qui l'enveloppait maintenant, avait transmis un message. Cet humain étrange n'était pas une menace. Julien tint le lionceau contre sa poitrine nue. Il sentait le petit cœur battre contre son propre cœur, deux rythmes différents, deux espèces différentes, deux êtres également perdus qui se trouvaient soudainement liés par un fil invisible de compassion. « Je te tiens », murmura Julien, surpris par l'émotion qui faisait trembler sa voix. « Tu n'es plus seul, je te tiens, je ne vais pas te laisser. » Il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Peut-être parce que lui-même n'avait plus personne. Peut-être parce que dans ce petit être abandonné et brisé, il reconnaissait son propre reflet. Il porta l'animal jusqu'au Land Rover, marchant lentement pour ne pas aggraver la fracture. Chaque pas soulevait de la poussière. Le soleil brûlait son dos nu. Mais il ne sentait rien de tout ça. Il installa le lionceau sur le siège passager avec sa chemise roulée comme coussin. L'animal se blottit immédiatement dans le tissu, cherchant instinctivement la chaleur. Ses yeux restèrent fixés sur Julien, comme s'il avait peur que cet humain salvateur disparaisse. Julien se glissa derrière le volant et tourna la clé de contact avec un espoir désespéré. Le moteur toussa. Une fois, deux fois, trois fois. Puis il démarra avec un grondement rauque. Le réservoir affichait moins de 5 litres. Peut-être assez pour 30 kilomètres. Julien regarda le lionceau, puis la route devant lui. « Masai Mara », dit-il à voix haute. « Il y a un centre vétérinaire là-bas, à 30 kilomètres. On peut y arriver. » Il démarra, engageant le vieux Land Rover sur la piste cahoteuse. Pour le lionceau, cette route menait peut-être vers la survie. Pour Julien Mercier, photographe raté et homme brisé, cette route menait vers une rédemption qu'il n'avait pas osé espérer. La piste qui menait à Masai Mara n'était pas vraiment une route. C'était plutôt une suggestion de chemin tracé par des générations de véhicules, une cicatrice rouge dans la savane dorée, parsemée de nids de poules, de pierres affleurantes et de sections effacées par les pluies. Chaque chaos, chaque secousse arrachait un gémissement au petit lion. Julien conduisait d'une main, la main gauche agrippée au volant usé, tandis que sa main droite reposait doucement sur le flanc du lionceau, essayant d'offrir un minimum de stabilité et de réconfort. Il pouvait sentir chaque inspiration, chaque battement de cœur, chaque frisson de douleur. « Tiens bon, petit guerrier », murmura Julien, répétant les mots comme un mantra. « Tiens bon, plus que 25 kilomètres, on va y arriver, je te le promets. » Le soleil commençait sa lente descente vers l'horizon, transformant le ciel en un spectacle de couleurs impossibles. Des oranges profonds, des roses électriques, des violets sombres qui saignaient les uns dans les autres. Dans moins d'une heure, la nuit tomberait, et avec elle, comme toujours, arriveraient tous les prédateurs. Un Land Rover en panne au milieu de nulle part avec un lionceau blessé, une invitation au carnage. Les hyènes, avec leur odorat extraordinaire, pourraient détecter le sang à des kilomètres. Les léopards considéreraient un lionceau isolé comme une proie facile. La jauge d'essence descendait avec une régularité cauchemardesque, chaque centimètre perdu représentant des mètres de moins qu'il pourrait parcourir. Le témoin lumineux rouge clignotait maintenant frénétiquement. «
Allez, allez, juste encore 10 kilomètres. Le Land Rover toussa. Un son métallique et maladif, puis un autre, puis un troisième. Le cœur de Julien sombra. Non, pas maintenant, pas ici. Le moteur émit un dernier grondement pathétique, puis mourut complètement. Le silence qui suivit fut absolu, terrifiant. Le véhicule roula encore quelques mètres, puis s'arrêta au milieu de la piste. Julien frappa le volant de frustration, puis se ressaisit. La panique ne servait à rien. Il prit son téléphone. Pas de réseau. Évidemment. Il regarda le lionceau. Les yeux jaunes le fixaient avec une confiance aveugle et terrifiante. « Tu crois vraiment que je peux te sauver, hein ?» murmura Julien. « Tu as placé ta vie entre les mains du plus grand raté que la France ait jamais produit. » Le lionceau émit un petit miaulement. Julien ouvrit la portière. L'air était immobile et épais. Au loin, à peut-être 2 ou 3 kilomètres, il aperçut un panache de fumée montant droit dans le ciel, un feu de camp, peut-être, ou un village Maasai. C'était sa seule chance. Il prit le lionceau avec précaution, l'enveloppant dans sa chemise. Le petit animal était léger, beaucoup trop léger, preuve qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Julien commença à marcher vers le panache de fumée, le soleil touchant maintenant l'horizon. Chaque pas soulevait de la poussière rouge qui collait à sa peau en sueur. Son dos nu, brûlé par le soleil, le lançait à chaque mouvement. Le lionceau émettait de petits sons plaintifs, non pas des cris, mais plutôt des gémissements. Julien pouvait sentir la chaleur anormale du corps à travers le tissu. Fièvre, infection. Le temps était compté. Il marchait en se concentrant sur chaque pas. Un pas, puis un autre. C'était tout ce qui comptait. Après 20 minutes de marche, 20 minutes qui semblèrent durer des heures, il entendit le son qui l'attendait, le grondement d'un moteur. Un vieux camion bâché apparut dans un nuage de sable. Le véhicule était cabossé, rouillé, recouvert de poussière orange. Julien se planta au milieu de la piste, agitant son bras libre comme un naufragé. Le lionceau serré contre sa poitrine, il devait offrir un spectacle surréaliste. Un Français torse nu, brûlé par le soleil, couvert de poussière, tenant un bébé lion au milieu de nulle part. Le camion pila dans un crissement de frein. Pendant un long moment, rien ne se passa. Finalement, la portière s'ouvrit. Un homme en descendit, un Kenyan d'une 60aine d'années, vêtu d'une chemise délavée et d'un chapeau de paille cabossé. Son visage était ridé par des décennies sous le soleil africain. Ses yeux à la fois méfiants et curieux. Il s'approcha prudemment. Puis ses yeux se posèrent sur ce que Julien tenait. Son visage se ferma instantanément. Ses yeux se rétrécirent. Il s'arrêta à 3 mètres et parla dans un anglais teinté d'accent swahili. « Vous êtes fou, Mzungu. On ne marche pas ici après le coucher du soleil. » Le mot « Mzungu », terme swahili pour les blancs, résonna dans l'air. Julien serra le lionceau plus fort et répondit, sa voix tremblante. « J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît. »« Aide pourquoi ?» L'homme plissa les yeux. « Qu'est-ce que vous portez là ?» Julien ouvrit légèrement sa chemise. Les yeux jaunes du lionceau brillèrent dans la lumière déclinante. Le petit poussa un miaulement faible. L'homme recula d'un pas. « Un lion !» Sa voix était maintenant teintée de peur. « Vous portez un lionceau. Vous savez ce que ça signifie. La troupe est proche. Quand une mère cherche son petit et sent qu'un humain l'a touché, elle attaque. Et elle tue. Il n'y a plus de mère, » dit Julien avec conviction. Il était seul. Complètement seul, abandonné, la patte cassée, mourant de soif. Personne n'est venu. L'homme le regarda longuement, ses yeux sondant le visage de Julien. Le silence s'étira. Finalement il soupira. Un long soupir qui semblait porter le poids de toutes les folies humaines qu'il avait vues. « Les Mzungu », murmura-t-il, secouant la tête. Toujours à essayer de sauver ce qui ne peut pas être sauvé. Il se dirigea vers le camion. « Montez. Je vous conduis au centre vétérinaire. Mais après, vous ne me devez rien. Je ne veux pas de problème avec les lions. » Julien grimpa à l'arrière du camion, ses jambes tremblantes. L'arrière sentait le foin, le carburant. Il s'assit sur le plancher métallique, le dos appuyé contre la cabine, serrant toujours le lionceau. Le moteur rugit. Le camion s'ébranla. Julien regarda le lionceau dans ses bras. Le petit animal avait fermé les yeux, épuisé. Mais son cœur battait toujours. Fort. Déterminé. « On y est presque », murmura Julien. « On y est presque. » Le soleil toucha l'horizon.
et le ciel explosa dans un dernier spectacle de rouge et d'or. Et pour la première fois depuis des jours, des semaines, des mois peut-être, Julien Mercier sentit quelque chose qu'il avait complètement oublié. L'espoir. Fragile, tremblant, incertain, mais là, définitivement là. Le centre de soins pour animaux sauvages de Masai Mara apparut dans la lumière mourante du crépuscule comme un mirage devenu réel. Un ensemble de bâtiments bas en tôle ondulée et en bois brut, entouré d'enclos grillagés et de quelques arbres. Une pancarte fanée, décolorée par des années d'exposition au soleil, pendait de travers au-dessus de l'entrée principale, proclamant en anglais et en swahili « Chaque vie compte ». Ces 3 mots résonnèrent dans l'esprit de Julien comme un écho de quelque chose qu'il avait autrefois cru, mais qu'il avait oublié en chemin. Le camion s'arrêta dans un crissement de frein. Le chauffeur descendit, ouvrit l'arrière, et regarda Julien avec un mélange de pitié et de reproche. « Voilà. Le centre. Maintenant, vous vous débrouillez. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix légèrement plus douce « Bonne chance, Mzungu. Vous en aurez besoin. » Avant que Julien puisse le remercier, l'homme était remonté dans son camion. Le véhicule s'éloigna dans le crépuscule. La porte principale s'ouvrit, projetant un rectangle de lumière jaune. Une silhouette se découpa. Une femme de taille moyenne, vêtue d'une blouse blanche tachée. Elle s'approcha rapidement. À mesure qu'elle se rapprochait, Julien put distinguer ses traits. Une femme africaine d'environ 35 ans, avec des lunettes rondes à monture métallique, des cheveux coupés courts, et un visage qui exprimait une compétence tranquille, forgée par des années passées à faire face à des situations impossibles. Ses yeux balayèrent Julien en une seconde, enregistrant chaque détail. L'homme blanc torse nu et brûlé, la sueur et la poussière, l'épuisement, et surtout le petit paquet qu'il tenait. « Docteur Amani Kipkoech !» se présenta-t-elle d'une voix ferme. C'était la voix de quelqu'un qui avait vu trop de situations d'urgence pour s'embarrasser de formalités. « Qu'est-ce que vous avez là ?» Julien ouvrit la chemise. Un lionceau. Blessé. Pattes cassées. Déshydraté. Abandonné. Le docteur Kipkoech s'approcha en 2 enjambées, se penchant pour examiner l'animal. Elle ne toucha pas encore le lionceau, mais ses yeux parcoururent le petit corps avec la précision d'un scanner médical. « Où l'avez-vous trouvé ?»« À environ 50 km au nord, près d'un acacia, seul, coincé dans des racines. » Le regard du docteur se durcit légèrement. « Seul. Les lionceaux ne sont jamais seuls. Jamais. La troupe. Il n'y avait personne. » insista Julien. « Croyez-moi, j'ai vérifié, j'ai attendu. S'il y avait eu une troupe, je ne l'aurais pas touché. Mais il était seul. Complètement seul. » Le docteur Kipkoech le regarda attentivement, comme si elle pesait ses mots. Puis elle prit une décision. « Suivez-moi. Rapidement. » Elle tourna les talons et marcha vers le bâtiment principal. Julien la suivit, entrant dans un couloir faiblement éclairé qui sentait le désinfectant et les médicaments. Le docteur les conduisit dans une salle d'examen vétérinaire. Spartiate mais propre, avec une grande table métallique au centre, des armoires vitrées remplies de médicaments et une lampe chirurgicale suspendue au plafond. « Posez-le là », ordonna-t-elle, désignant la table. Julien plaça le lionceau aussi doucement que possible. Le petit animal gémit au contact du métal froid. Ses yeux s'ouvrant brièvement avant de se refermer. Le docteur Kipkoech se lava les mains méticuleusement, enfila des gants en latex et s'approcha. Ses mains commencèrent un examen méthodique et complet. Elle palpa chaque os. Examina les yeux, la gorge, les oreilles. Écouta le cœur et les poumons. Inspecta les griffures. Testa les réflexes, tout en silence, concentré, professionnel. Quand elle arriva à la patte cassée, le lionceau poussa un cri perçant. Elle arrêta immédiatement, murmurant quelque chose en swahili d'une voix apaisante. Après ce qui sembla une éternité, elle se redressa et se tourna vers Julien. Son visage était grave. Fracture ouverte du fémur droit. Infection cutanée avancée, probablement depuis au moins 3 jours. Déshydratation sévère. Il a perdu au moins 25% de son poids corporel. Début de malnutrition. Température de 40,2 degrés. Fièvre significative. Elle marqua une pause. Il est dans un état critique. Le cœur de Julien se serra. Mais il va s'en sortir. Le docteur ne répondit pas immédiatement. Elle se lava à nouveau les mains, puis se tourna vers lui. « Vous l'avez porté jusqu'ici, depuis 50 kilomètres. Je n'avais pas le choix.
Vous auriez pu le laisser, c'est ce que font la plupart des gens, ou le tuer, pour abréger sa souffrance. Julien sentit sa gorge se serrer. Je ne pouvais pas le laisser. Le docteur Kipkoech le regarda pendant un long moment, et quelque chose changea dans son expression. Le scepticisme fit place à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Vous êtes français? Oui, Julien Mercier. Photographe. Il marqua une pause. Enfin. Ancien photographe. Disons que je suis entre deux vies. Un sourire fugace passa sur le visage du docteur. Entre deux vies. J'aime cette expression. Bienvenue au club. Elle ouvrit la porte et appela. Zawadi, préparez-moi du sérum, des antibiotiques, des analgésiques, et appelez le docteur Karyuki. Anesthésie générale. Chirurgie orthopédique urgente. Elle se retourna vers Julien, son regard direct. Vous comptez rester? Je n'ai nulle part où aller. Bien. Parce que ce petit va avoir besoin de soins constants pendant au moins 2 semaines. Et nous sommes en sous-effectif. Si vous voulez qu'il survive, vous allez devoir m'aider. Elle lui tendit une blouse bleue. Vous savez quoi faire d'un lion? Julien secoua la tête. Pas vraiment. Parfait, vous apprendrez. Son sourire était maintenant pleinement présent. Bienvenue à Masai Mara, monsieur Mercier. Votre nouvelle vie commence maintenant. Derrière eux, le lionceau émit un petit ronronnement, le premier son qui n'était pas de la douleur. Un son qui ressemblait presque à de l'espoir. L'opération commença à 20h37 exactement. Le docteur Karyuki arriva, un homme kényan dans la cinquantaine, mince, avec des mains délicates et des yeux qui trahissaient des décennies passées à endormir des créatures pour les sauver. Il examina le lionceau, calculant mentalement les dosages nécessaires. L'anesthésie sur les félins sauvages était un art délicat. Trop peu et l'animal se réveille. Trop et le cœur s'arrête. Le lionceau fut placé sur une civière, ses pattes attachées doucement avec des sangles en velcro. Ses yeux fixèrent le plafond, dilatés de peur. Le docteur Karyuki administra l'injection. Kétamine et midazolam, dosés au milligramme près. L'aiguille pénétra le muscle avec un mouvement expert. Puis vint l'attente. Ces longues secondes où tout le monde retenait son souffle. Les paupières du lionceau commencèrent à s'alourdir. Ses muscles se détendirent. Sa respiration ralentit et devint profonde. Ses yeux se fermèrent lentement. En moins de 3 minutes, il était complètement inconscient, respirant avec l'aide d'un masque à oxygène. Le docteur Kipkoech se lava les mains pendant 3 minutes avec une minutie rituelle, enfila des gants stériles, un masque, une blouse verte. Zawadi, l'assistante, une jeune femme avec des tresses serrées, prépara le champ opératoire. Elle rasa la zone autour de la fracture, nettoya avec de la povidone iodée qui teignait la peau d'un orange profond. Julien, vêtu de sa blouse bleue, se tenait près de la porte, tenant la lampe chirurgicale mobile. Un travail simple mais crucial. La patte blessée fut délicatement positionnée sous la lumière. La fracture était visible, l'os du fémur cassé net, un morceau d'eau blanc perçant la peau. Fracture ouverte de grade 2. La peau était enflammée, rouge, chaude. Le docteur Kipkoech fit une première incision, propre, précise. Le sang perla. Zawadi tamponna avec des compresses stériles. Ce qui suivit fut un balai chirurgical d'une précision fascinante. Le docteur écarta les muscles, exposa la fracture, nettoya avec du sérum physiologique. Ses mains bougeaient avec une assurance née de milliers d'heures de pratique. Elle repositionna les 2 fragments osseux avec une patience infinie, ajustant millimètre par millimètre. Puis vint l'installation de la broche métallique, fine comme une aiguille à tricoter, insérée à travers le canal de l'os. Cette partie nécessita une concentration totale. Le moindre angle incorrect pourrait endommager la moelle. Le docteur travaillait avec une lenteur délibérée, vérifiant et revérifiant. L'opération dura 2 heures et 47 minutes. 2 heures où le seul son était le bip du moniteur cardiaque, le sifflement de l'oxygène et le cliquetis des instruments. Quand le docteur fit finalement le dernier point de suture et coupa le fil, l'atmosphère changea. Les épaules de tout le monde se détendirent. Le lionceau avait survécu. Il fut déplacé vers un enclos de récupération, un espace clos avec de la paille fraîche, une lampe chauffante, un bol d'eau. Ils le placèrent sur le côté, sa patte bandée étendue. Le docteur Kipkoech vérifia une dernière fois tous les signes vitaux, puis se redressa avec un soupir.
Elle retira son masque, révélant un visage marqué par l'épuisement, mais aussi par de la satisfaction. Elle regarda Julien. Sans dire un mot, elle posa brièvement sa main sur son épaule. Un geste qui disait « Vous avez fait la bonne chose. Il va s'en sortir. » Puis elle quitta, laissant Julien seul. Le centre était maintenant silencieux. L'horloge indiquait 23h24. Dehors, la nuit africaine portait sa symphonie. Le cri d'un oiseau de nuit, le bruissement d'un animal dans les buissons, le bourdonnement des insectes. Julien s'assit sur un matelas de camp à côté de l'enclos. Zavadi lui avait apporté une bouteille d'eau et un sandwich qu'il mangea mécaniquement. Il fixa le lionceau endormi. Le petit poitrine se soulevait régulièrement. La patte bandée était propre et blanche. Tout semblait paisible. Tout semblait possible. Il sortit son appareil et prit une photo. Pas pour un magazine. Pas pour de l'argent. Juste pour se souvenir. Julien s'allongea sur le matelas et ferma les yeux. Il s'endormit en quelques secondes. Mais son sommeil fut interrompu à 2h37 par un son. Un miaulement plaintif. Il se réveilla instantanément, se précipitant vers l'enclos. Le lionceau était réveillé. Ses yeux, encore voilés par l'anesthésie, cherchaient quelque chose. Cherchaient quelqu'un. Cherchaient Julien. Il se rappela les instructions du docteur. Il va se réveiller entre 2 et 4 heures. Quand il le fera, nourrissez-le immédiatement. Biberon dans le réfrigérateur. Lait enrichi, 20 millilitres. Toutes les 3 heures. Jour et nuit. Julien prépara le biberon, le réchauffa au bain-marie, testa la température sur son poignet. Tiède. Parfait. Il entra dans l'enclos et s'assit en tailleur. Le lionceau s'approcha en boitant, renifla la tétine, puis commença à téter avec une vigueur surprenante. Pendant qu'il buvait, Julien posa sa main sur son dos. Le pelage était doux, chaud. Le petit cœur battait comme un tambour. « Tu sais, je ne sais même pas si tu vas survivre, » murmura Julien. « Mais je vais essayer, parce que tu m'as rappelé qu'il faut se battre même quand tout semble perdu. » Il sourit malgré sa fatigue. « Je vais t'appeler Simba. Oui, je sais, c'est nul. Mais c'est mieux que le lionceau. » Simba finit son biberon, puis se roula en boule contre la jambe de Julien et s'endormit. Pour la première fois depuis des mois, Julien ne se sentait pas seul. Il sortit son appareil et prit une photo dans la faible lumière. L'image serait trop sombre, trop granuleuse. Mais elle capturerait l'essentiel, un moment de vulnérabilité partagée. Julien s'allongea à nouveau sur le matelas, réglant l'alarme sur 3 heures. Dehors, un lion rugit au loin, un son profond qui résonna dans sa poitrine. Et dans l'enclos, un petit lionceau dormait, son cœur battant régulièrement. Son avenir incertain, mais désormais possible. Julien s'endormit avec un sourire. Pour la première fois depuis longtemps, ses rêves n'étaient plus des cauchemars. Ils étaient des rêves d'espoir. Les jours suivants s'écoulèrent dans un mélange de fatigue et de découverte. Julien apprenait à changer les bandages de Simba, à surveiller les signes d'infection, à préparer les biberons avec la bonne température. Le docteur Kipkoech le formait avec patience, corrigeant ses erreurs mais reconnaissant ses progrès. Un matin, alors que Julien nettoyait l'enclos, elle apporta 2 tasses de café fumant, du vrai café kényane, fort et noir. Elle lui tendit une tasse et s'appuya contre le grillage, observant Simba qui jouait avec ses lacets. Elle ne dit rien pendant un long moment, se contentant de siroter son café. Finalement, elle rompit le silence. « Vous avez des mains douces. C'est rare chez les hommes. Je suis photographe. Enfin, j'étais. » « Pourquoi j'étais ?» Julien haussa les épaules. « Parce que j'ai échoué. J'ai cru que le talent suffisait. Mais le monde s'en fout du talent. » Le docteur le regarda attentivement. « Vous savez ce que j'ai appris, ici? Qu'il n'y a pas d'échec, seulement des redirections. Vous pensiez devenir un grand photographe. Peut-être que vous alliez devenir autre chose. Comme quoi ?» Elle sourit. Comme quelqu'un qui sauve des vies au lieu de les capturer. Simba, pendant ce temps, se remettait avec une vitesse stupéfiante. En une semaine, il courait déjà, maladroitement, certes, mais avec une détermination féroce. Il suivait Julien partout, miaulant quand il s'éloignait, dormant contre lui la nuit. Les autres employés regardaient cette relation avec étonnement. « Jamais vu ça », disait Marcus, le gardien kényane. « Un lion qui se comporte comme un chien. » « Ce n'est pas un chien, » corrigea le docteur. « C'est un prédateur. Ne l'oubliez jamais. Un jour, il devra retourner dans la nature. » Julien le savait. Mais chaque fois qu'il regardait Simba,
Il ne voyait pas un prédateur. Il voyait un petit être fragile qui lui avait redonné un but. Un soir, alors que Julien photographiait le coucher de soleil depuis la colline derrière le centre, Simba grimpa péniblement jusqu'à lui et s'assit à ses côtés. Ensemble, ils regardèrent le ciel virer à l'orange, puis au violet, puis au noir constellé d'étoiles. « Tu sais ce qui va se passer, n'est-ce pas ?» murmura Julien. « Un jour tu vas partir, tu vas retrouver ta troupe, et moi je vais... » Il s'interrompit, la gorge serrée. Simba posa sa tête sur le genou de Julien et ferma les yeux. Julien prit une photo, puis une autre, et encore une autre. Ces photos-là, il les garderait pour toujours. Un matin, le 3e jour après l'opération, le docteur Kipkoech entra dans l'enclos pendant que Julien nourrissait Simba. « Il a besoin d'un nom, » dit-elle soudainement. Julien leva les yeux, surpris. Nous ne nommons généralement pas les animaux que nous prévoyons de relâcher. Les noms créent des attachements, mais elle marqua une pause. Ce petit est différent. Il a été abandonné trop jeune. Il n'a jamais vraiment connu de troupe. Et maintenant, il vous connaît. Il vous a choisi. Il mérite un nom. Julien regarda le lionceau qui mâchonnait son lacet conquis. L'animal leva les yeux, ses yeux jaunes brillants, et émit un petit morrow. Julien pensa au lion qu'il avait photographié. Ces créatures majestueuses, symboles de force et de royauté. Mais ce petit être qui jouait avec un lacet n'était pas encore cette créature légendaire. Il était juste un survivant, un battant. « Simba », dit-il finalement. « Je sais, c'est évident, c'est presque cliché. Mais ça signifie simplement lion en swahili, et parfois les choses simples sont les meilleures. » Le docteur sourit, un vrai sourire qui illumina son visage. « Simba. » « C'est parfait. » Elle se pencha vers l'enclos. « Bienvenue officiellement dans le monde, Simba. Que ton chemin soit long et ta course rapide. » C'était une bénédiction traditionnelle Maasai pour les nouveau-nés. Et ainsi, le lionceau eut un nom. Et avec ce nom, il devint plus qu'un patient, plus qu'un cas médical. Il devint Simba. Il devint réel. Les jours suivants prirent une nouvelle dimension. Julien se surprenait à parler à Simba en français pendant qu'il le nourrissait, lui racontant des histoires de Paris, des histoires sur la Seine au lever du soleil, sur les cafés de Montmartre, sur les rêves qu'il avait autrefois eus. Simba écoutait, ou semblait écouter, ses yeux fixés sur le visage de Julien, sa tête penchée de côté, et Julien prenait des photos, des centaines de photos, mais pas comme avant. Ces photos étaient différentes. Elles étaient intimes, personnelles, honnêtes. Une photo en particulier captura quelque chose d'essentiel. Simba endormi, la tête posée sur la main de Julien, les deux êtres formant une composition d'une tendresse presque insoutenable. La lumière du soir entrait par la fenêtre, dorant le pelage et créant des ombres douces. Julien regarda cette photo pendant un long moment. Ce n'était pas une photo de National Geographic. Ce n'était pas commercialement viable. Mais c'était vrai. C'était réel. C'était important. Et pour la première fois de sa vie, Julien comprit quelque chose. Que les meilleures photos ne sont pas celles qui vendent le mieux ou qui impressionnent le plus. Les meilleures photos sont celles qui capturent la vérité. Même quand cette vérité est petite, même quand elle est ordinaire, même quand elle est juste un homme épuisé et un lion blessé apprenant à avoir confiance en la possibilité d'un lendemain meilleur. C'était un mercredi matin, le 11e jour depuis l'arrivée de Simba, quand le 4x4 noir et luisant apparut sur la route poussiéreuse. Le véhicule tranchait avec son environnement, trop propre, trop moderne, trop européen. Julien était en train de photographier Simba qui poursuivait un papillon quand il entendit le moteur puissant. Il leva les yeux et regarda le véhicule s'approcher avec une appréhension qu'il ne pouvait pas expliquer. Le 4x4 s'arrêta devant le bâtiment principal dans un nuage de poussière soigneusement minimisé. 3 hommes en descendirent, 2 Européens vêtus de safari chic, pantalons kaki repassés, chemises à manches courtes de marque coûteuse. Le 3e homme était Kenyan, portant un sac à dos et une tablette. L'un des Européens, l'homme qui marchait en avant, avait la quarantaine, des cheveux grisonnants coupés avec précision, un visage buriné mais protégé par de l'écran solaire, et ses yeux bleus perçants qui évaluaient tout avec la précision d'un expert comptable. Le docteur Kipkoech sortit pour accueillir les visiteurs, essuyant ses mains sur sa blouse. Julien observait de loin, sentant qu'il devrait rester en retrait. L'homme aux cheveux gris tendit sa main au docteur avec un sourire professionnel parfaitement calibré. Il se présenta. «
Julien ne put entendre le nom, mais il vit le docteur accepter une carte de visite, la lire, et son visage se composer dans cette expression neutre professionnelle. La conversation continua plusieurs minutes. Le visiteur gesticulait parfois en direction des enclos. Le docteur répondait, ses réponses visiblement factuelles. L'autre Européen prenait des notes. Puis, inévitablement, le regard du visiteur principal se tourna vers l'enclos, où Julien était assis avec Simba. Ses yeux s'arrêtèrent sur le lionceau, et quelque chose changea dans son expression. Une lueur d'intérêt, peut-être même de satisfaction. Il dit quelque chose au docteur, qui se tourna vers Julien et lui fit signe d'approcher. Julien se leva lentement, son cœur battant inexplicablement plus vite. Il donna une dernière caresse à Simba et marcha vers le groupe. L'homme se tourna vers lui avec ce sourire professionnel. « Vous devez être Julien Mercier, le photographe français. » Sa voix était grave, assurée. Il tendit sa main. « Philippe Duvernay, directeur de la Fondation africaine pour la conservation. » Julien serra la main, notant la poigne ferme. La main de quelqu'un qui passait plus de temps dans des bureaux climatisés que sur le terrain. Duvernay continua. « J'ai beaucoup entendu parler de votre travail ici. L'histoire d'un photographe qui sauve un lionceau. C'est exactement le genre de récit qui inspire nos donateurs. » Il y avait quelque chose dans la manière dont il prononça « inspire » qui fit hésiter Julien. Ce n'était pas dit avec cynisme, exactement, mais avec une sorte de calcul pragmatique. « Je n'essayais pas d'inspirer qui que ce soit, » répondit Julien prudemment. « J'essayais juste de ne pas laisser mourir un petit animal. » Bien sûr, bien sûr. La modestie est admirable. Duvernay hocha la tête. Mais vous sous-estimez la valeur de ce que vous avez fait. Dans notre domaine, la conservation, les histoires comptent autant que les résultats scientifiques. Peut-être plus. Les gens ne donnent pas d'argent pour des statistiques. Ils donnent pour des histoires. Il se tourna vers l'enclos où Simba observait maintenant le groupe avec curiosité. C'est lui, n'est-ce pas? Le fameux lionceau. Son nom est Simba, dit Julien, réalisant trop tard qu'il venait de révéler à quel point il s'était personnellement investi. Duvernay sourit, un sourire qui suggérait qu'il avait noté ce détail. Simba. Classique mais efficace. Il croisa ses bras, sa posture passant à quelque chose de plus sérieux. Monsieur Mercier, je vais être direct. Voici la situation. Notre fondation gère la plus grande réserve privée de lions d'Afrique de l'Est. Nous avons des millions d'euros de financement international, des partenariats avec des ONG majeures, des équipes de vétérinaires de renommée mondiale, et même un contrat avec une plateforme de streaming pour un documentaire. Il marqua une pause. Nous avons récemment lancé un programme pour les lions orphelins, des lionceaux qui, comme Simba, ont été séparés de leurs troupes trop jeunes. Notre objectif est de les réhabiliter et de les réintroduire dans des troupes établies. Julien sentit quelque chose se glacer dans son estomac. Duvernay continua. Nous aimerions offrir à Simba une place dans ce programme, et nous aimerions vous offrir quelque chose aussi. Il sortit une carte. Nous cherchons un photographe résident, quelqu'un pour documenter notre travail. Contrat d'1 an, renouvelable, salaire confortable, certainement plus que ce que vous gagneriez en freelance en Europe. Logement fourni, équipement fourni, et surtout, il marqua une pause. Vous pourriez suivre l'évolution de Simba, le photographier, raconter son histoire. Julien prit la carte machinalement. Vous voulez Simba. Nous voulons lui donner la meilleure chance possible. Duvernay était diplomatique. Regardez autour de vous. Ce centre fait un travail admirable avec des ressources limitées. Mais dans 6 mois, quand Simba sera trop grand pour cet enclos, sans troupes pour l'accueillir, il ne peut pas être relâché ici. Il mourrait en quelques jours. Le docteur Kipkoch intervint. Nous avons un programme de réintroduction. Avec un taux de survie de 30%, interrompit Duvernay. Ce sont de bonnes statistiques, je le reconnais. Mais 70% meurent. Il se tourna vers Julien. Nous pouvons offrir mieux. Une réserve de 10 000 hectares. Une troupe spécifiquement sélectionnée. Des vétérinaires 24 heures sur 24. Un suivi GPS. Et surtout, d'autres jeunes lions, ils pourraient former des liens avant l'intégration. Tout semblait logique. Raisonnable. Dans le meilleur intérêt de Simba. Et pourtant, Julien sentait une résistance profonde. Combien de temps ai-je pour réfléchir? Duvernay consulta sa montre. Une montre suisse coûteuse. Nous repartons demain matin. Idéalement, j'aimerais avoir votre réponse ce soir. Plus tôt nous commençons, meilleures sont ses chances.
Ce soir. Je comprends que c'est rapide, mais nous sommes en route vers le Tanzanie. Revenir serait compliqué. Et chaque jour compte pour un animal en développement. Il tendit sa main. Réfléchissez-y, monsieur Mercier. Vraiment. Mais réfléchissez à ce qui est le mieux pour Simba. Pas pour vous. Pour lui. Julien serra la main, sentant la manipulation subtile. Suggérer que garder Simba serait égoïste. Peut-être que c'était vrai. Ou peut-être pas. Après leur départ, le docteur Kipkoech s'approcha. Vous allez accepter. Ce n'était pas une question. Julien ne répondit pas. Vous savez que c'est la meilleure chose pour lui. Est-ce que je le sais? Elle soupira. J'ai ouvert ce centre il y a 12 ans, avec mon mari. Nous étions jeunes, idéalistes. Mon mari est mort il y a 7 ans. Paludisme. Je suis resté, parce que je croyais que chaque vie comptait. Elle se tourna vers lui. Mais voici ce que j'ai appris. Sauver une vie ne suffit pas. Il faut lui donner un futur. Et parfois, ce futur n'est pas avec nous. Vous pensez que je devrais le laisser partir. Je pense que vous devriez faire ce qui est le mieux pour Simba, pas pour vous. Et si je ne veux pas le perdre? Elle posa sa main sur son épaule. Alors vous n'avez jamais vraiment voulu le sauver. Vous vouliez juste vous sauver vous-même. Elle rentra, le laissant seul avec cette vérité brutale. Cette nuit fut la plus longue de la vie de Julien Mercier. Il resta assis à côté de l'enclos de Simba, adossé au grillage métallique. Le lionceau dormait à quelques centimètres de lui, de l'autre côté du grillage, son petit corps formant une boule dorée dans la lumière de la lampe chauffante. Même dans son sommeil, Simba avait choisi de dormir le plus près possible de Julien. Le ciel nocturne au-dessus du Kenya était d'une clarté stupéfiante, parsemé d'un nombre incalculable d'étoiles. La Voie lactée traversait le ciel comme une rivière de lumière, visible d'une manière qu'elle ne l'était jamais à Paris. Julien regardait ces étoiles et pensait à toutes les décisions qui l'avaient amené à ce moment précis. Chaque choix, chaque tournant, chaque erreur qui avait tracé le chemin de son appartement parisien perdu jusqu'à cette cour poussiéreuse au Kenya. S'il n'avait pas échoué comme photographe, il ne serait pas venu au Kenya. S'il n'était pas venu désespéré et fauché, il n'aurait pas été sur cette route ce jour-là. S'il n'avait pas été sur cette route, il n'aurait jamais entendu le cri de Simba. S'il n'avait pas entendu ce cri, ou s'il avait choisi de l'ignorer, Simba serait mort. Mais il avait entendu, et il n'avait pas ignoré. Et maintenant, cet acte de sauvetage l'obligeait à prendre la décision la plus difficile, laisser partir ce qu'il avait sauvé. Le docteur Kipkoech avait raison. Elle avait raison avec cette brutalité factuelle que seule l'expérience peut produire. Garder Simba ici, dans ce petit centre, c'était le condamner à une vie diminuée. Pas une mort immédiate, mais quelque chose de pire, une existence à mi-chemin entre le sauvage et le domestique. Les fondations comme celle de Duvernay offraient au moins une vraie chance. Une chance que Simba devienne ce qu'il était censé devenir. Un lion sauvage, vivant selon les règles de son espèce. Mais accepter cela signifiait aussi accepter une autre vérité. Simba n'était pas à lui, n'avait jamais été à lui. Julien avait juste été l'intermédiaire, le pont temporaire entre une mort certaine et un futur possible. Et les ponts sont faits pour être traversés, puis laissés derrière. Il sortit son appareil et commença à regarder les centaines de photos qu'il avait prises. Chaque image racontait une histoire. La première nuit, le premier biberon, les premiers pas, le premier jeu. Il y avait des photos de Simba dormant au soleil, chassant des ombres, tentant de grimper. Des photos de moments de tendresse, Simba léchant sa main, se frottant contre sa jambe, le regardant avec ses yeux remplis de confiance. Chaque photo était un trésor, mais aucune ne montrait ce qui allait suivre, parce que Simba n'était pas une fin, il était un commencement. Julien pensa à sa propre vie, aux rêves qu'il avait autrefois eus. Ses rêves semblaient maintenant si petits, si égocentriques. Il avait voulu capturer la nature pour sa propre gloire. Mais ces 11 jours avec Simba lui avaient enseigné quelque chose de différent, quelque chose de plus profond. La vraie beauté n'est pas dans la capture, elle est dans la connexion, et les vraies connexions ne sont pas possessives, elles sont libératrices. Aimer vraiment Simba signifiait vouloir pour lui non pas ce qui rendait Julien heureux, mais ce qui rendrait Simba complet. Et Simba ne serait jamais complet comme animal de compagnie dans un petit enclos. Vers 3 heures du matin, Simba se réveilla. Il leva sa tête, regarda autour avec cette confusion momentanée, puis ses yeux trouvèrent Julien.
Il s'approcha du grillage et poussa son museau à travers les mailles. Julien tendit sa main et caressa doucement la tête du lionceau. Le pelage était doux et chaud. Il sentait le foin et quelque chose d'indéfinissablement sauvage. « Je vais devoir te laisser partir, petit lion », murmura Julien en français, sa voix se brisant. « Je vais devoir te laisser devenir ce que tu es censé être. » Simba ronronna, un son profond qui résonnait dans la nuit. Il ne comprenait pas les mots, mais peut-être comprenait-il le ton, le chagrin, l'amour, l'acceptation. Julien prit une dernière photo, pas avec son icône, mais avec son téléphone. Une image simple montrant juste sa main à travers le grillage, touchant le front de Simba. Cette photo ne serait jamais publiée. Elle ne gagnerait jamais de prix. Mais elle serait la plus importante de toutes, parce qu'elle capturerait le moment exact où Julien Mercier apprenait ce que signifiait vraiment aimer, être prêt à laisser partir. Quand l'aube commença à colorer l'horizon, Julien avait pris sa décision. Il trouva le docteur Kipkoech déjà éveillé, préparant du café. « Je vais appeler Duvernay. Simba partira avec eux, et j'accepte leur offre. Je veux être là. Je veux m'assurer qu'ils tiennent leurs promesses. » Elle sourit, un sourire triste mais fier. « Vous avez fait la bonne chose, la chose difficile, mais la bonne. Ça ne ressemble pas à la bonne chose. Non, ça ne ressemblera pas à la bonne chose pendant longtemps. Peut-être jamais. Mais un jour, quand vous verrez Simba courir avec sa troupe, vous comprendrez. » Julien hocha la tête. Il retourna vers l'enclos pour donner à Simba son dernier biberon. La transition se fit rapidement. Le jour même de sa décision, Duvernay revint avec une équipe complète. Vétérinaire, transporteur, équipement mobile. Simba fut examiné, jugé apte au transport et placé dans une cage confortable. Le petit lion miaulait, cherchant Julien des yeux, ne comprenant pas. Et Julien devait rester là, souriant avec un encouragement qu'il ne ressentait pas. Le trajet dura 6 heures. Julien était assis à l'arrière, sa main glissait à travers les barreaux, le lionceau léchant occasionnellement ses doigts. Quand ils arrivèrent, même Julien fut impressionné. La réserve s'étendait à perte de vue, des hectares de savane préservés, des clôtures discrètes, des infrastructures conçues pour s'intégrer, et les lions. Mon Dieu, les lions! Une troupe magnifique vivait dans la section nord, 7 lionnes adultes, 3 mâles subadultes, plusieurs lionceaux. Ils se déplaçaient avec une grâce qui définissait le mot « majestueux ». Simba fut placé dans un enclos d'acclimatation, beaucoup plus grand, avec de vrais arbres, de l'herbe naturelle, des rochers, mais séparé de la troupe par une barrière transparente. C'était la première étape, l'observation mutuelle. Permettre aux nouveaux venus et à la troupe de se familiariser sans contact direct. Julien reçut son logement, un bungalow confortable, du matériel photographique de dernière génération, un véhicule, un accès illimité à Simba et à la troupe. Son travail, documenter, raconter l'histoire, mais la réalité était infiniment plus complexe émotionnellement. Les premiers jours furent déchirants. Simba ne comprenait pas pourquoi Julien ne restait plus en permanence. Le petit lion appelait, cherchait, tournait en rond. Julien devait se forcer à partir chaque soir. C'était nécessaire, lui avaient dit les vétérinaires. Simba devait se détacher, devait apprendre que les humains n'étaient pas sa famille. Mais savoir que c'était nécessaire ne rendait pas les choses plus faciles. Puis, lentement, quelque chose commença à changer. Simba commença à remarquer la troupe. Ses oreilles se dressaient quand les lions rugissaient. Ses yeux suivaient leurs mouvements. Il essayait d'imiter leur comportement. Et la troupe commença à montrer de l'intérêt. Une lionne en particulier, une femelle magnifique que les gardiens appelaient Kira, passait des heures près de la barrière, observant Simba avec une intensité qui suggérait plus que de la curiosité. Les vétérinaires expliquèrent que Kira avait perdu ses propres lionceaux 3 mois plus tôt lors d'une prise de contrôle par un nouveau mâle dominant. C'était tragique mais naturel. Les mâles qui prennent le contrôle tuent souvent les lionceaux existants pour forcer les femelles en œstrus. Kira avait été dévastée. Les gardiens l'avaient observé chercher ses petits pendant des semaines, appelant, reniflant, refusant de manger. Maintenant, elle fixait Simba avec une intensité qui faisait battre le cœur de Julien. Le protocole dura 3 semaines. 3 semaines de surveillance, d'observation, de débats entre vétérinaires. Puis vint le jour de la décision. Les portes seraient ouvertes. Simba serait libre de sortir, d'approcher la troupe, ou de rester. Tout dépendrait de lui,
et de la réaction de la troupe. Julien était là ce matin-là, son appareil prêt, mais ses mains tremblantes. Tous les vétérinaires étaient en position, équipés de fusils tranquillisants. Des véhicules d'urgence attendaient. L'atmosphère était tendue. Électrique. À 9h37 exactement, les portes s'ouvrirent. Simba, maintenant beaucoup plus grand qu'il ne l'était 3 mois plus tôt, se tenait à l'entrée de son enclos. Il regarda dehors, vers la savane ouverte, vers la troupe qu'il observait à distance. Il hésita. Julien retenait son souffle, son doigt sur le déclencheur mais incapable de prendre une photo, trop absorbé. Puis Simba fit un pas, puis un autre. Puis il sortit complètement. Ses pattes touchant l'herbe sauvage pour la première fois. La troupe réagit instantanément. Les lionnes se levèrent. Les mâles se mirent en alerte. Les lionceaux se cachèrent. Mais Kira fit quelque chose d'extraordinaire. Elle s'avança. Seule, lentement, délibérément. Elle marcha vers Simba avec une grâce qui coupait le souffle, ses muscles ondulants, ses yeux fixés sur le jeune lion avec une intensité protective et évaluatrice. Simba se figea. Tous ses instincts devaient lui crier de fuir. C'était une lionne adulte, 10 fois plus grande, capable de le tuer d'un coup de patte. Mais il ne fuit pas. Il baissa la tête, un geste de soumission qu'il connaissait instinctivement. Il émit un petit miaulement. Kira s'arrêta à 1 mètre. Pendant une éternité, ils se regardèrent. Puis Kira s'approcha, baissa sa tête massive et renifla Simba de la tête aux pattes. Simba restait parfaitement immobile, tremblant mais ne fuyant pas. Kira termina son inspection. Puis, dans un geste qui fit monter les larmes aux yeux de Julien, elle lécha doucement le sommet de la tête de Simba. C'était le signal, le geste d'acceptation. Les autres lionnes s'approchèrent. Elles reniflèrent Simba, l'évaluant. Un des lionceaux bondit sur Simba dans une invitation au jeu. Simba, après une hésitation, bondit en retour. Soudain, il jouait. 2 lionceaux se comportant comme des lionceaux, se poursuivant, luttant, roulant dans l'herbe. Kira les observait, et son expression semblait presque heureuse. Julien prit des photos à travers ses larmes, des centaines de photos, chaque instant documenté. Mais la plus importante était une vidéo de 10 secondes. Simba courant avec les autres lionceaux. Kira marchant à côté, la troupe se déplaçant comme une unité avec Simba inclus. Un miracle en plein jour. Un lionceau abandonné. Sauvé par un homme brisé. Adopté par une troupe sauvage. Les 6 mois qui suivirent furent transformateurs. Julien documentait la vie de la troupe. Ces photos commencèrent à circuler. D'abord sur le site de la Fondation, puis dans des magazines, puis dans des expositions. Mais ce n'était plus le même photographe qui avait quitté Paris. Ces nouvelles photos étaient différentes. Elles ne cherchaient pas à impressionner. Elles cherchaient à raconter la vérité. Et les gens réagissaient. Pas parce que les photos étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient honnêtes. Simba grandit rapidement. À 6 mois de l'adoption, il était presque aussi grand que Kira, son pelage adolescent laissant place à la crinière naissante. Il était pleinement intégré. Il chassait avec les lionnes, jouait avec les jeunes, dormait avec toute la famille. Et puis, un jour, quelque chose d'extraordinaire se produisit. 2 jeunes mâles nomades entrèrent sur le territoire, plus grands que Simba, plus expérimentés, plus agressifs. Julien reçut l'alerte radio et se précipita. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Les 2 nomades avaient encerclé Simba, le séparant de la troupe. Ils grondaient, montrant leurs crocs, se préparant à l'attaquer. Simba reculait, blessé à l'épaule, boitant, cette vieille patte cassée le handicapant. Julien agrippa son volant, tous ses instincts lui criant d'intervenir, mais les protocoles étaient clairs, ne jamais interférer. Laisser la nature suivre son cours. Il ne pouvait rien faire qu'observer. Puis Kira rugit. Le son était si puissant qu'il fit vibrer l'air, résonnant à travers la savane comme un coup de tonnerre. Elle bondit entre Simba et les agresseurs, sa posture proclamant une menace mortelle. Puis un autre lion arriva, et un autre encore. Toute la troupe se matérialisa autour de Simba, formant un mur de corps et de crocs entre lui et les nomades. 7 lionnes, 3 subadultes, tous unis pour protéger l'un des leurs. Kira rugit à nouveau, et cette fois le message était clair. Cet espace appartenait à sa troupe. Simba était sien. Quiconque voulait le toucher devrait d'abord la tuer. Et tuer toute la troupe. Les 2 nomades évaluèrent la situation.
Ils étaient de forts, mais pas assez pour affronter une troupe entière déterminée. Ils reculèrent, puis tournèrent les talons, puis disparurent dans l'herbe. Simba resta debout au centre de sa famille adoptive, tremblant mais vivant. Kira s'approcha et lécha sa blessure, le même geste maternel qu'elle aurait donné à ses propres petits biologiques. Julien prit la photo. Les larmes coulaient sur son visage, mais il prit la photo, puis une autre, puis une série. Le soir même, il regarda ces images. L'une d'elles le captiva. Simba entouré de sa troupe, Kira le léchant, les autres formant un cercle protecteur. Ce n'était pas juste une belle photo, c'était la preuve de quelque chose de fondamental. Que la famille n'est pas toujours déterminée par le sang, que l'amour peut transcender les liens biologiques, que parfois, quand vous sauvez quelqu'un, vous ne savez pas vraiment qui vous êtes en train de sauver, eux ou vous-même. Cette nuit-là, Julien écrivit une longue lettre au docteur Kipkoech. Vous aviez raison, laisser partir était la bonne chose. Ça m'a brisé le cœur, mais c'était juste. Simba a maintenant ce qu'il méritait depuis le début. Une vraie vie, une vraie famille, une vraie chance d'être ce qu'il est censé être. Mais ce que je n'ai réalisé qu'aujourd'hui, c'est que sauver Simba ne concernait pas seulement lui. Il m'a sauvé aussi. Il m'a montré que l'échec n'est pas une fin, que les rêves peuvent changer, que parfois on trouve son but non pas en accomplissant ce qu'on pensait vouloir, mais en faisant ce qui est nécessaire quand personne d'autre ne le fera. Je ne suis pas le photographe que je pensais vouloir être, mais je suis le photographe que je suis censé être. Celui qui raconte les vraies histoires. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais parce que ces histoires méritent d'être racontées. Merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment sauver une vie. Merci de m'avoir montré que l'amour le plus profond est celui qui peut lâcher prise. Il envoya la lettre et éteignit son ordinateur. Dehors, dans la nuit africaine, un lion rugit au loin. Peut-être Simba, peut-être pas. Mais Julien sourit quand même, sachant que quelque part dans l'obscurité, un petit lion qu'il avait trouvé brisé et mourant courait maintenant libre, fort et entouré de famille. Et que parfois, pas toujours, mais parfois, les histoires impossibles finissent exactement comme elles doivent finir. Avec de l'espoir, avec de l'amour, avec une vie sauvage, vivant librement sous le ciel africain infini.